Je suis Swazik Erneis, professeure d'histoire du droit à Nanterre, et je dirige le Centre d'histoire et d'anthropologie du droit de Nanterre. Je suis historienne du droit et je travaille sur l'Antiquité romaine, sur le droit romain, mais plutôt le droit romain tardif. Donc pour situer, entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Et ce qui m'intéresse, à vrai dire, ce n'est pas tant le droit romain qui est contenu dans les livres, le law in books, comme disent les Anglais, mais davantage le law in action, le droit tel qu'il était pratiqué, tel qu'il était vécu par les populations qui avaient été conquises par l'Empire romain. Ce qui m'intéresse donc, c'est la confrontation entre des représentations normatives très différentes, c'est-à-dire d'un côté la représentation romaine d'un droit, d'une justice qui est rendue par un juge délégué de l'empereur, donc une justice verticale, et des représentations normatives plus différentes, mais plus difficiles aussi à saisir, qui sont celles des populations conquises. Donc une justice qui pour faire simple, est plus une justice horizontale, souvent basée sur la vengeance. Donc comment s'est aménagée cette rencontre donc, entre ces traditions très différentes. Donc voilà, c'est l'objet de ma recherche. Alors évidemment, ça pose le problème des sources, parce que autant le droit romain est facile, enfin plus ou moins facile, à saisir, puisque nous avons des lois, nous avons des livres, autant, par hypothèse, le droit de ces populations n'est pas contenu dans des livres, d'autant que, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, en ce qui concerne les populations celtiques, puisque moi, mon domaine de recherche, c'est plutôt la Gaule et l'île de Bretagne, la Grande-Bretagne aujourd'hui, à l'époque c'était la Bretagne. Donc, ces populations-là, eh bien, n'écrivaient pas. Comme on le sait, les Gaulois n'écrivaient pas, hein, donc la tradition orale, le savoir oral qui se communique de génération en génération. Donc voilà, ce problème de source est crucial et amène donc à chercher le droit ailleurs que dans les sources habituelles fréquentées par les juristes et les historiens du droit. Donc il s'agit d'aller parfois dans les poubelles de l'histoire. Par exemple, on a retrouvé dans l'île de Bretagne, dans des recherches qui ont été faites dans les forts, vous connaissez peut-être le mur d'Adrien, hein, qui est la frontière entre la Bretagne romaine et les tribus écossaises. Les archéologues ont montré ont réussi à retrouver des petites tablettes qui avaient été conservées justement dans les poubelles. Et ces tablettes nous renseignent sur l'histoire militaire, mais aussi un petit peu sur l'histoire du droit. Donc dans les poubelles ou bien c'est le travail des archéologues. Voilà, donc une des sources qui peut nous aider à justement apporter un peu de lumière sur cette problématique a été trouvée par l'équipe des archéologues de Nanterre, à Châteaubleau exactement, vers Meaux, hein, aujourd'hui. Et ça a été une découverte qui a d'abord suscité l'attention des linguistes, puisque cette tuile avait été inscrite. Hein, donc on écrit sur une tuile 10 lignes en gaulois. Donc un document assez fascinant, extraordinaire, mais en même temps difficile à comprendre, puisque le gaulois, on a très peu de sources écrites en gaulois, donc le gaulois c'est une langue un peu difficile à comprendre. Mais est-ce qu'en fait on se dit que les Gaulois n'écrivaient pas parce qu'on a peu de sources ou parce que dans leur tradition l'écriture n'était pas leur préoccupation, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient malgré tout une écriture ou est-ce que celle-ci a été un peu effacée par le temps et l'annexion romaine, si on veut? Alors, non, les Gaulois connaissaient l'écriture, hein, ce n'est pas qu'ils étaient incapables d'écrire, mais ils refusaient le support de l'écriture, privilégiant
le savoir oral transmis par les druides, donc l'apprentissage, le processus de mémorisation et la transmission de génération en génération. Donc les Gaulois, par exemple, ont pu écrire, on a des documents comptables, surtout dans le sud de la Gaule, qui ont été retrouvés. Donc on sait qu'ils auraient pu maîtriser l'écriture, mais c'est un avantage en termes de refus. C'est une autre façon de se représenter le savoir. Et du coup, même avec cette annexion des troupes romaines, est-ce que la pratique de l'écriture a toujours été un rebut pour eux ou non en fait? Alors justement, non, ils se sont convertis à l'écriture en Gaule et dans l'île de Bretagne. Donc on a des écrits. Alors la plupart sont des écrits finalement en latin. C'est-à-dire que dans la mesure où l'écriture a été apportée par Rome, c'est davantage en latin que les écrits ont été faits. Et c'est justement l'intérêt de cette tuile de nous montrer que dans certains cas, la conversion à l'écriture s'est faite via le gaulois, a été l'occasion d'écrire le gaulois. Alors on a cette tuile de Châteaublot, on a retrouvé d'autres sources, parfois des tablettes de malédiction, écrites en gaulois, des formes d'incantations maléfiques. Alors qui m'intéressent aussi parce que, alors elles sont très difficiles à interpréter, en fait, on ne sait pas très bien, mais ce qu'on sait, l'une d'entre elles, ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une incantation prononcée contre un juge ou contre des avocats, donc dirigée contre le système judiciaire, et c'est intéressant de voir qu'elles ont été écrites vraisemblablement par des femmes, donc en tant que femme aussi ça m'intéresse, par des femmes qui se disent sorcières, et prononcées contre des juges, par hypothèse hommes, puisque Rome... C'était dans un système judiciaire gaulois ou déjà... Non, alors non, justement, c'est un refus, là, en l'occurrence. C'est dirigé contre un juge romain. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas dans quel... On sait que c'est dans un contexte judiciaire, mais on n'en sait pas plus. On sait que ce sont des sorcières qui prononcent cette malédiction contre des juges, des avocats. Voilà. Et oui, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ce mot sorcière peut peut-être être piégeux pour nous, parce que nous, une sorcière, on a un imaginaire médiéval ou d'aujourd'hui, peut-être médiéval, effectivement, la sorcière liée aux malédictions, etc. Donc peut-être qu'à l'époque, c'était une posture différente. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce rôle-là? Des sorcières? Oui, ou du moins cette entité, cet individu. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui sont spécialistes, qui ont un savoir particulier, qui sont capables. Alors ça, à vrai dire, même à Rome, la première loi romaine, qui date de 450 avant Jésus-Christ, la loi des 12 tables, comporte des dispositions qui condamne justement la pratique d'incantation, ce qu'on appelle le chant maléfique, le malum carmen, le mauvais chant. Et ce mauvais chant est censé avoir le pouvoir, par exemple, de capter les récoltes des champs d'autrui ou bien de rendre quelqu'un malade. Donc il y a cette croyance, et c'est sanctionné par le droit romain. Donc, en fait, c'est une croyance très répandue, qu'on rencontre toujours aujourd'hui en Afrique, par exemple. La sorcellerie est très, très répandue et très courante. Alors, en Gaule, dans l'île de Bretagne, je parlais tout à l'heure des tablettes de malédiction. On a retrouvé précisément beaucoup de tablettes qui mettent en œuvre justement des processus de malédiction. Alors, c'est très intéressant pour la justice aussi, parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'en matière de vol, alors uniquement en matière de vol, dans l'île de Bretagne, enfin surtout dans le sud de l'île de Bretagne, le voler, plutôt que d'aller au tribunal, comme ça aurait été la règle dans la Bretagne romaine, eh bien, va au sanctuaire, un temple, et va mettre en œuvre une procédure, procédure en fait en deux temps. D'abord un processus de conciliation sans doute mené par le prêtre,
Et cette procédure de conciliation a toutes les chances d'aboutir parce que le risque pour le voleur, c'est de s'exposer à la malédiction, du dieu du temple. On le sait parce qu'on a retrouvé des petites tablettes de plomb. Là, vous pouvez regarder, elles ont été éditées. Si vous tapez Curse Tablets et Bath, vous avez toutes ces petites tablettes, c'est émouvant. Vous pouvez les voir aussi si vous allez à Bath, au musée de Bath. Petites tablettes qui ont le format d'une petite, ce format-là, une petite carte postale. Et elles sont inscrites aussi, tablettes de plomb, maléfiques. Hein. Et c'est je demande que celui qui m'a volé ma casserole, ce sont toujours des petits objets, hein, ne puisse plus manger, ne puisse plus dormir, ne puisse plus, etc. Et sans doute cette procédure, si on en juge d'après le nombre de tablettes qui ont été rédigées, était efficace. Et on est d'autant mieux renseigné sur cette efficacité, enfin on peut d'autant plus présumer l'efficacité de cette procédure que, alors là aussi une collègue ethnologue de Nanterre a étudié le même type de procédure en Nouvelle-Guinée. Et on sait que justement, c'était une procédure qui marchait. Pourquoi ? Parce que la vengeance, encourir la vengeance d'un dieu, encourir une malédiction divine, c'est évidemment un risque énorme, d'autant que c'est une vengeance qui n'a pas de, il n'y a pas de processus de prescription. Du coup, vous spécifiquement, vous travaillez sur le déchiffrement de ces tablettes ou sur leur interprétation, enfin de ces sources-là plutôt, ou votre champ d'action, si on peut revenir à ça. Oui. Alors, je suis absolument incapable de déchiffrer ces tablettes, hein, donc ça, il y a des spécialistes pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer les éléments juridiques de ces tablettes. C'est de montrer que ces tablettes peuvent être des sources pour l'histoire du droit. Donc de repérer, alors j'utilise le travail des autres, hein, donc je vais repérer, par exemple dans les petites tablettes de malédiction, je vais repérer, ça a d'ailleurs été souligné par ceux qui les ont édités, je vais repérer les termes juridiques latins. Parce que ce qui est fascinant dans ces petites tablettes de Bretagne, de l'île de Bretagne, c'est que sur ce support humble, hein, sur ces petites tablettes de plomb, on trouve les termes du vocabulaire juridique latin, romain. Donc voilà, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est le processus de l'interaction, hein, c'est le processus d'acculturation. Comment finalement, ça paraît paradoxal, hein, comment finalement, par le biais de ces petites tablettes, les provinciaux vont s'habituer au principe d'une justice verticale. C'est-à-dire qu'avant, le système judiciaire gaulois se basait beaucoup plus sur un système religieux de malédiction. Et c'est par la suite, en fait, avec l'annexion romaine, qu'il y a eu ce développement du vocabulaire juridique, vous voulez dire ? Alors, nous sommes très mal renseignés sur ce qui avait cours en Gaule ou dans l'île de Bretagne. Tout ce que l'on sait, c'est que les druides avaient un pouvoir judiciaire. Hein, les druides, ils avaient un pouvoir judiciaire. Ils pouvaient châtier, enfin, il y avait des châtiments. Après, je ne sais absolument pas comment, enfin je serais bien présomptueux de ma part de dire comment les choses, ce qu'il en était des processus judiciaires dans la Bretagne indépendante ou dans la Gaule indépendante. On sait qu'il y a ce pouvoir judiciaire des druides, mais après c'est très difficile d'interpréter. Moi, mon focus, hein, c'est sur ce moment d'acculturation. Ces petites tablettes de malédiction, ça ne veut pas dire, je ne pense pas que c'était une procédure autochtone. Je pense que c'est davantage une fabrication, hein, enfin quelque chose qui s'est fait, hein, par la rencontre, qui s'est opéré par la rencontre de traditions différentes. Mais ce n'est vraisemblablement pas une procédure indigène. Donc vous travaillez vraiment sur ces zones de friction, voilà, en fait, entre deux systèmes juridiques, finalement. C'est ça. Okay. C'est ça. Et pourquoi finalement on peut parler d'acculturation en tout cas ? Alors, parce que, donc, pour reprendre la tuile de Châteaublot ou pour reprendre
ou pour reprendre les tablettes de malédiction, on est à chaque fois à la même époque, 2e siècle après Jésus-Christ. Petite tablette de malédiction, ça va jusqu'au 4e. Donc 2e siècle après Jésus-Christ. Donc dans les provinces romaines. Et alors concernant les petites tablettes de malédiction, c'est ce que je dis, on voit des termes romains apparaître sur un support qui n'est évidemment pas romain. Est-ce que seuls les Gaulois remplissaient des tablettes de malédiction ou est-ce qu'il y avait aussi des Romains? Alors, sans doute. Alors, la question est un peu difficile à répondre, dans la mesure où le demandeur ne se nomme pas. Il ne se nomme pas sans doute parce qu'il a peur que la malédiction ne se retourne contre lui. Donc, elles sont anonymes. Mais ce que l'on peut savoir, si on en juge d'après le contexte, je vous ai dit, à chaque fois, ce sont des vols. Mes chaussures, mes bottes, ce sont des petits vols qui concernent des provinciaux de plus ou moins humble origine, mais sans doute peut-être d'anciens soldats. Il semble qu'on soit peut-être dans un contexte souvent un peu militaire. Mais ce ne sont pas des citoyens romains. Le citoyen romain, il va au tribunal, il suit la procédure normale. Parce que les Gaulois n'allaient pas au tribunal quand on leur avait volé leurs chaussures? Ils auraient pu, mais en matière de vol, ils préfèrent cette procédure-là. Alors pourquoi ? Sans doute parce que le vol en droit romain est puni par une pénalité au double ou au triple de la valeur de la chose. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le vol, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, et ce n'est pas seulement, pour reprendre la terminologie romaine, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol, c'est une infraction très grave. Pourquoi ? Parce qu'elle signifie une impossibilité d'avoir confiance. C'est une trahison. Donc le vol, dans beaucoup de sociétés, est peut-être une des infractions les plus graves qui soit. Donc peut-être, vous voyez, le droit romain, là, la sanction prévue par le droit romain n'était pas satisfaisante au sens étymologique du terme. On n'en avait pas assez. Donc le voleur, à la limite, il encourt la mort. Ou en tout cas, il doit être châtié, il doit souffrir. Vous voyez ? Et est-ce que le droit gallo-romain a des spécificités ? Alors, l'expression droit gallo-romain me gêne un peu dans la mesure où on n'a pas de corpus de droit gallo-romain. Donc, tout ce qu'on peut, ce que l'on sait, c'est d'après des sources isolées, assez différentes. Donc c'est bien difficile de répondre à votre question. Si on revient à la tuile de Châteaublot, donc cette petite tuile du IIe siècle après Jésus-Christ écrite en gaulois, elle concerne la matière matrimoniale, le mariage. Et alors, comment l'interpréter ? Ce que l'on peut savoir, si on raisonne, ce que l'on peut savoir du mariage gaulois, d'après des sources plus tardives, c'est qu'il y avait un échange de prestations. Le mari, la femme, enfin la famille du mari, la famille de la femme, que c'est aussi un mariage, c'est ce qu'on rencontre aussi dans beaucoup de sociétés traditionnelles, ce n'est pas un mariage instantané. Chez nous, on se marie une fois pour toutes. On s'est marié tel jour, nous avons échangé nos consentements tel jour, c'est un acte instantané. Mais dans beaucoup de sociétés, le mariage, c'est ce qu'on appelle un mariage par étapes. C'est-à-dire que presque avant la naissance, il peut y avoir une promesse de mariage. Donc, en fait, c'est l'union entre deux familles. Donc, mariage par étapes avec des échanges. Donc, vraisemblablement, les Gaulois procédaient ainsi en matière de mariage. Donc, il n'est pas question de consentement, finalement, des époux. Vous voyez, ce sont deux familles qui s'engagent. Donc, c'est un processus long qui se fait dans le temps. Et le droit romain, c'est autre chose. Le mariage, justement, c'est un échange de consentement. Et le consentement des époux, alors, dans le droit romain ancien, sans doute le consentement des pères était opérant, mais bon, déjà dans l'Empire, le consentement des époux. Donc, vous voyez,
on peut comprendre qu'il y a eu un problème finalement entre lorsque le droit romain a commencé à se répandre. Donc un problème, et on peut imaginer, alors c'est une supposition, hein, mais on peut imaginer que par exemple un jeune Gaulois ou une jeune Gauloise, pourquoi pas, engagé, enfin que sa famille avait engagé depuis longtemps dans le mariage, finalement décide de ne pas honorer cette promesse et revendique le droit romain. Vous voyez ? Donc on peut imaginer des difficultés en tout cas, hein, enfin sans doute, des difficultés dans la procédure matrimoniale, et c'est sans doute pour résoudre ces difficultés que a été rédigé ce formulaire, c'est un formulaire, sur une tuile, dans un sanctuaire. Pourquoi ? Parce que sans doute les mariages étaient justement procédés au mariage dans les sanctuaires. Est-ce que les mariages étaient possibles entre Gaulois et Romains ? Alors, oui. Oui, c'est possible. Et l'avantage, c'est que dans ce cas-là, à la deuxième génération, il y a une possibilité de transmission de la citoyenneté romaine. Enfin, ça dépend des époques, hein, c'est assez compliqué. Mais... Donc, alors ça, ce sont des problématiques qu'on retrouvait à l'époque. Donc, on essaie de comprendre à partir de sources comme des tablettes, etc. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ça me concerne moi aujourd'hui. C'est-à-dire si ça c'était le... Bon, ça peut être intéressant pour la recherche de savoir comment ça se passait à l'époque, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a des livres de loi, on a un système qui a fonctionné plus ou moins. Est-ce que, quel intérêt ça peut avoir pour moi aujourd'hui Oui. Alors, je pense que d'abord, il y a un intérêt peut-être à plusieurs niveaux. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le droit ? Pour vous, qu'est-ce que c'est que le droit ? Vous venez de le dire, les livres de droit, hein, le droit... judiciaire, des juges... Voilà. Le livre tel qu'il est. Le droit, il est contenu dans la loi, c'est ça ? Oui. Et si on a un problème, eh bien, on va voir le juge. Et le juge rend une décision au regard de la loi, telle qu'il a pu la lire dans le... Mais... si on regarde les choses de plus près, le droit, ça n'est pas seulement ça. Le droit, si vous avez un problème, vous n'allez pas tout de suite aller voir le juge, déjà. Vous avez toutes sortes de procédures qui tendent à la conciliation. Et puis, si vous regardez le droit qui a été rendu, sans doute par les tribunaux, vous verrez que parfois, ça n'est pas tout à fait la loi telle qu'elle était contenue dans le code. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui encore, si on veut avoir une représentation du droit, eh bien, il faut peut-être aller chercher ailleurs que dans les livres et dans les tribunaux la représentation du droit. Et le droit, c'est aussi ce que les justiciables en font. C'est ça que je veux dire. Le droit, finalement, qui sont les acteurs du droit ? Les praticiens du droit, évidemment, le juge, le notaire, l'avocat, mais c'est aussi ce que les gens en font. C'est-à-dire que le droit, c'est aussi un objet qu'on accapare et qu'on fait sien. Donc, ce sont tous ces processus tous ces processus qui contribuent aussi à fabriquer le droit. Donc, le droit, il est appliqué, mais il est aussi pensé par les justiciables. Donc, si on compare, avec la période qui m'intéresse, eh bien, c'est un peu la même chose finalement. Qu'est-ce que c'est que le droit à Rome, le droit romain ? C'est le droit contenu dans les livres, c'est le droit tel qu'il a été pensé par les juristes, mais c'est aussi ce que les gens en ont fait. Et ce que je veux montrer, c'est que les acteurs, justement, les acteurs du droit dans l'Empire, ils sont très nombreux. Il n'y a pas que les jurisconsultes, il y a aussi ce qu'on appelle les tabellions, et même les prêtres, vous voyez, ont aussi été les acteurs du droit. Le droit, il est rendu non seulement au tribunal, mais aussi dans les sanctuaires. Vous voyez ? Parce que, il me semble que l'intérêt de cette recherche, ça peut être justement... Premièrement, de montrer que le droit, c'est un objet divers, hétéroclite, composite.
Après, dans notre contexte, le contexte que nous connaissons, dans le contexte des migrations, dans le contexte aussi du 19e siècle des colonies, ce qui m'intéresse, il me semble que ma recherche peut être, la recherche que je mène, peut aussi fournir un éclairage à des questions plus ou moins contemporaines liées justement à la rencontre de populations ayant des traditions très différentes. Et c'est à ce sujet, c'est la raison pour laquelle le Centre d'histoire et d'anthropologie du droit de Nanterre accueille depuis le mois de mars un ERC, European Research Council, un programme financé par l'Europe, sur l'expertise culturelle dans les tribunaux, qui est dirigé par le professeur Livia Holden. Alors là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'histoire du droit, c'est de l'anthropologie du droit. Livia Holden est une anthropologue du droit et son projet, sa recherche porte justement sur l'expertise culturelle dans les tribunaux, à savoir l'expertise qui va être donnée aux juges relativement aux traditions différentes, entre guillemets, des justiciables. Voilà. Vous voyez, il y a une trajectoire commune. En tout cas, on constate que finalement le droit, on pense que c'est quelque chose de très rigide, oui. Alors que finalement il y a quand même une certaine multiplicité des formes et une certaine plasticité. Et je me demandais si en fait on ne pouvait pas aussi comparer ce phénomène que vous étudiez aussi avec le phénomène de métropolisation, où il y a une culture qui domine et qui prend aussi et qui influence finalement les autres, quitte à aussi les faire disparaître au fur et à mesure en fait. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle vous avez toute une recherche menée sur le concept de coutume. C'est-à-dire que longtemps, pour les juristes, alors vous avez le droit, et puis la coutume, qui aurait été la création spontanée des populations, une sorte de droit populaire. Et ce qu'ont bien montré les anthropologues, c'est que, au point que certains d'ailleurs disent que la coutume, ça n'existe pas, une belle inconnue, on dit parfois. La coutume, eh bien précisément, si on prête attention justement aux recherches menées par les anthropologues, on peut voir que la coutume, ce n'est pas du tout une création spontanée, mais précisément, bien souvent, la coutume résulte de cette justement, rencontre entre des traditions indigènes et des valeurs imposées par un ordre juridique dominant. Donc en fait, la coutume, qu'est-ce que c'est ? C'est le lissage des traditions. C'est la réception de traditions, mais de quelques-unes des traditions. Indigènes. Donc, les collègues qui étudient le droit colonial montrent bien que précisément la rédaction des coutumes, c'est ça, c'est ce processus qui permet d'adapter des traditions aux valeurs de l'Empire. Et du coup, pour ces populations qui ont été annexées, est-ce que le droit aura été équitable vis-à-vis d'eux, ou est-ce que finalement il y aura une sorte de seconde classe, entre guillemets, de citoyens, entre guillemets, vous me permettez ce terme-là, est-ce que en tout cas le système judiciaire aura été juste, entre guillemets, aura tenté une forme de justesse, ou aura maintenu une forme de domination? Oui. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a une certaine désillusion, justement, qui mène parfois à une inefficacité du droit. Par exemple, il m'est arrivé d'aller j'étais professeur invité en Côte d'Ivoire, par exemple, et ce qui apparaît bien, c'est que finalement, la décision rendue par le juge, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Et si elle ne correspond pas du tout aux attentes des justiciables, eh bien la décision, ça restera un bout de papier. Parce que justement, interviendra la vengeance, la menace de malédiction. Le juge a beau dire, voilà, c'est comme ça, parce qu'on va appliquer le droit, mais ce droit, justement, il ne correspond pas au système normatif des villages. Alors, beaucoup pour les questions foncières,
question foncière, et la place des femmes aussi, ou la sorcellerie. Hein. Donc, une fois rentrée au village, eh bien, la décision, elle ne va pas être appliquée parce que parfois, il y aura justement une menace, attention, une menace de malédiction. Donc, vous voyez, finalement, ça aboutit à une inefficacité du droit tel qu'il a été hérité justement de la période coloniale. Est-ce que du coup se replonger dans d'autres systèmes du coup, de l'Antiquité nous permettrait aujourd'hui d'imaginer des alternatives à, alors j'allais dire au droit, mais pas, ou en tout cas à la résolution de litiges, alternatives au sens où on ne plus forcément passer par des lois, des tribunaux, etc. Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être on peut trouver d'autres fonctionnements, d'autres modes de fonctionnement? Oui, tout à fait. C'est une question très juste parce qu'aujourd'hui, il y a une vogue très importante pour ce qu'on appelle les modes alternatifs de résolution des litiges ou des différents... donc ce sont des procédures qui se développent beaucoup à côté des procédures juridiques et qui sont parfois d'ailleurs même intégrées dans le droit. Donc c'est vraiment une tendance très forte, les modes alternatifs de résolution des litiges, hein, la conciliation, médiation, etc. Et les juristes, quand ils parlent de ces modes alternatifs de résolution des litiges, ils voient souvent une influence anglo-saxonne. Donc voilà, ce serait finalement la common law un des effets, des influences de la common law sur notre système de civil law. Parce que vous savez, les juristes, il y a deux grandes traditions juridiques, la tradition anglo-saxonne et la tradition héritée du droit romain, civil law. Donc pour un juriste, l'héritage romain, le civil law, c'est la justice rendue par le juge. Alors que dans les pays de common law, il y aurait davantage de processus justement de conciliation, etc. Mais justement, que peut dire l'historien du droit par rapport à cette affirmation que les modes alternatifs de résolution des litiges seraient une influence de la common law? Eh bien, l'historien du droit va dire mais non, regardez, et ce à toutes les époques, qu'il s'agisse de l'époque romaine, donc justement en droit romain, ou bien à l'époque médiévale ou même sous l'Ancien Régime, eh bien ces voies alternatives de résolution des litiges, elles ont toujours eu cours. Il y a toujours eu un processus pour essayer de résoudre le litige sans qu'on ait à le porter devant un juge. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir dans l'histoire du droit, c'est que très souvent, le fait d'aller devant un juge, eh bien finalement, c'est déshonorant. C'est déshonorant, pourquoi? Parce que ça veut dire que finalement, on n'a pas autour de soi des amis, des conseils qui peuvent vous aider à résoudre l'affaire. Vous voyez? On a vraiment une perception de dernier recours, en fait. Voilà, finalement, on va devant le juge lorsque toutes les autres voies ont échoué. Plutôt presque un constat d'échec. Et même, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le litige... Alors, là aussi, vous voyez, ça mène à une représentation du litige aussi, le conflit. Pour un juriste, ce conflit, finalement, il est pathologique. Le conflit, ça veut dire que le droit, il a échoué. Très souvent, c'est ainsi qu'on se représente le conflit. Le droit, finalement, le conflit, c'est finalement le signe d'échec que la loi n'a pas été performante. Le droit n'a pas réussi à se situer par rapport à la loi. Voilà, la loi n'a pas rempli son office. Vous voyez ? Or, si on regarde, alors c'est ce que montrent les anthropologues, alors bon, c'est peut-être un peu excessif, mais beaucoup d'anthropologues disent, et finalement le conflit, d'abord on ne peut pas vivre sans conflit, le conflit c'est difficile, et puis même le conflit, eh bien il peut avoir une vertu, parce que le conflit, il aide finalement, il est l'occasion pour les parties de se retrouver, de discuter autour du conflit, et donc de ressouder les solidarités. Donc finalement, le conflit, il aurait une vertu, celle de participer à la cohésion de la société, à refaire groupe. Vous voyez ? Alors bon, c'est un peu excessif, mais... En fait, ce serait peut-être effectivement dans le cas où on privilégierait les résolutions internes, à table, à l'amiable, etc. Parce que dans une vision contemporaine qu'on peut avoir, où
on entend des histoires de les uns, les autres se font des procès, on engage des avocats. On a l'impression d'une guerre des tranchées où le but c'est d'empocher le plus autour d'un litige. Du coup, j'ai l'impression que cette modalité-là de résolution des conflits est très éloignée finalement de celle qui fait communauté, je ne sais pas. Voilà, alors c'est ce qui est vanté par les promoteurs des modes alternatifs de résolution des litiges. Alors parfois aussi de façon excessive. Enfin, il y a toujours... L'idée, ce serait que voilà, la justice publique, elle est finalement méchante, entre guillemets. C'est le couperet. Le couperet, une justice qui tranche, tranchant de la justice. Donc une justice qui ne raccommode pas. Alors que les justices alternatives, eh bien, elles seraient alors soft, la soft justice, elle serait plus douce, elle raccommode, justice restauratrice, on dit, l'unité de restorative justice. Non, donc l'idée que la justice, finalement, là, elle va favoriser la paix, parce qu'elle aménage la rencontre entre les parties, donc on peut parler, c'est la vertu de la parole. On prend le temps de parler. Alors c'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est vrai qu'au tribunal, trop souvent, enfin, quand on discute avec des juges, des magistrats, ils le disent, hein, on n'a pas suffisamment le temps de parler, d'écouter, alors que là, précisément, l'idée c'est de prendre plus de temps. Alors c'est vrai. Sauf que, alors il y a toute chose, il y a le pour et le contre. Ces justices alternatives, ça dépend dans quel contexte on les met en place. Dans un contexte familial, très bien, les voisins, le conflit de voisinage, c'est parfait. Dans l'entreprise, c'est peut-être à considérer avec plus de méfiance, hein, puisque ces justices alternatives, elles n'offrent pas les garanties que peut offrir la justice publique, à savoir le rapport de force. Hein, ça peut être justice alternative, elles peuvent être aussi l'occasion de faire pression sur un justiciable qui n'a pas la couverture financière ou la sécurité de l'autre partie. Enfin, on est loin de... Oui, très bien. Martha, tu veux peut-être rebondir sur... Là, c'est peut-être des choses qui vous évoquent, enfin des liens que vous faites avec peut-être vos préoccupations, vos questionnements. Alors moi j'avais une autre question, un peu plus très simple, mais que j'ai pas eu le temps finalement aborder. C'est comment on vient à s'intéresser à ça en fait? Comment vous êtes arrivé à ce cheminement? Je suis très curieux. Alors, vous voulez que je sois très franche? Allez-y, allez-y. Quand j'ai commencé mes études, moi je voulais faire de l'histoire. Je voulais faire de l'histoire ou des lettres. Mais bon, mes parents m'avaient dit... Donc j'ai fait du droit. J'ai fait du droit et en première année, j'avais eu un professeur ici. J'ai fait mes études à Nanterre. J'avais eu un professeur dont les cours m'avaient passionnée, en histoire du droit, qui s'appelait Jacques Fitilis. Et ces cours m'avaient vraiment enthousiasmée. Et je m'étais dit que j'allais continuer mes études de droit pour faire plaisir à mes parents, d'autant que c'était eux qui finançaient mes études, mais que à la fin de mon cursus juridique, je ferais de l'histoire du droit parce que justement, je retrouvais mon intérêt pour l'histoire. Enfin, je pouvais appliquer l'histoire à ce matériau juridique que, par hypothèse, j'aurais appris à mieux connaître. Donc c'est comme ça qu'est née ma vocation pour l'histoire du droit. Et après, concernant la période, moi j'étais plus intéressée par les périodes anciennes, la période romaine. Mais bon, comme vous n'avez pas un intérêt très fort pour le droit le droit stricto sensu, ce qui m'intéressait justement, c'était de découvrir d'autres représentations du droit, d'autres facettes du droit, d'autres déclinaisons du droit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma thèse sur les établissements des barbares dans l'Empire romain, et précisément les problèmes juridiques que posaient ces établissements de barbares à la fin, au 4e, 5e siècle. Hein,
l'Empire romain a établi sur ces terres des populations de vaincus. Hein. Donc, ce qui amène à revoir l'image, vous savez, des invasions barbares. Hein. Les invasions barbares, on sait aujourd'hui qu'il y a sans doute eu des invasions barbares, mais le plus souvent, ces barbares ont été établis par l'Empire romain comme des colonies qui leur servaient notamment à lever des soldats et également à cultiver des agrès désertifs, des champs pour justement pourvoir à l'alimentation des populations. Donc ces colonies qu'on trouve surtout dans les... Alors pour prendre la Gaule, plutôt sur les côtes, hein, qu'est-ce qu'il en était de leur statut juridique, quel problème juridique cela posait, voilà. Donc c'est ce que j'ai étudié dans ma thèse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est super, oui, très bien, c'est effectivement. Alors, peut-être, je ne sais pas, pour terminer, est-ce qu'on peut, comment dire, est-ce que ces travaux que vous menez, ces réflexions que vous avez, vous amènent à envisager la société de demain, celle dans laquelle on vivra d'ici 30, 40, 50 ans, son mode de fonctionnement, justement, tout ce qui touche au droit, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on est dans une crise de ces questions-là, ou est-ce qu'on peut avancer, faire avancer les consciences sur la perception finalement de la résolution des conflits, parce qu'on en revient à ça, le droit. Voilà, comment est-ce que vous prenez à rêver à des systèmes différents? Alors, c'est une question très compliquée, oui, très difficile, et je n'ai pas le... Oui. Alors moi, c'est vraiment, oui, c'est une question très, très, très difficile. Je pense qu'il faudrait peut-être passer par l'éducation. Peut-être casser cette image du droit que l'on a, d'un droit vraiment autoritaire, de cette justice couperée, de cette justice tranchant, etc. Peut-être déjà dans les lycées, familiariser les citoyens avec le droit, la science politique d'une façon générale. Travailler davantage à l'éducation des futurs citoyens. Parce qu'il me semble que cette tendance à développer des justices alternatives, alors elle peut avoir des côtés très satisfaisants, mais il me semble que malgré tout c'est quand même un danger, dans la mesure où elle contribue à dévaloriser l'image de la justice publique, l'image du juge, parce que le risque malgré tout c'est alors à long terme, enfin on n'en est pas là hein, évidemment, mais le risque ce serait que s'ouvrent des cabinets, vous voyez, des cabinets, l'idée parfois émise, hein, dans lesquels vous auriez un psychologue, un juriste, et que voilà, les litiges se résolvent ainsi à l'ombre du droit. Alors là c'est peut-être vous voyez, finalement, au départ, je ne voulais pas faire du droit et je suis devenue juriste, très, très juriste. Mais il me semble que la justice, c'est quand même une justice. Enfin, la justice publique, c'est quand même les droits des justiciables, l'égalité devant un service public. Et enfin, tout ça, ce sont quand même des garanties pour les justiciables que n'offrent pas forcément les justices alternatives. Et le sentiment d'avoir une réparation, comment est-ce que ça vous justement dans le droit, et comment est-ce que vous l'approchez? Je ne sais pas si c'est clair, ce sentiment-là, au sens où si on entre dans un conflit et qu'on va jusqu'au stade de mener une action en justice, ce sentiment-là, oui, elle peut être important pour se dire, on va dire, oui, apaiser les tensions. Oui. Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, effectivement, la justice publique, il y a des failles, il y a des faiblesses. Et effectivement, peut-être il faut faire rentrer
dans ce cadre de la justice publique, certaines de ces procédures alternatives. Et là, justement, c'est déjà ce qui a été fait. Par exemple en Belgique, enfin, mais aussi en France, je crois, à savoir aménager une rencontre entre, par exemple en matière pénale, hein, aménager une rencontre entre les parties, entre, par exemple, entre le criminel et la famille de la victime. Hein, donc ça se fait. Hein, et on sait que c'est bénéfique finalement. Donc effectivement, faire entrer, il y a un certain nombre de choses à revoir dans la justice publique. Et vous avez raison, il faut donner satisfaction aux justiciables. Et pallier peut-être cette insuffisance, peut-être une justice trop froide, une justice qui ne prend pas le temps non plus. D'écouter les justiciables. J'avais rencontré des magistrats et l'une d'elles arrive au tribunal, hein, donc elle est toute nouvelle, et puis elle voit une pile de dossiers, et puis elle voit un dossier qui concerne une personne, et elle s'aperçoit que cette personne, un homme d'un certain âge, est déjà venu, mais 10 fois, 15 fois, et alors elle s'interroge, elle interroge ses collègues, mais cette personne dit « Oh là là, lui, c'est un fou, il n'arrête pas de demander, d'accumuler les demandes, il est complètement fou. » Alors elle dit « Ça m'intéresse, je le fais venir. » Donc elle fait venir, personne arrive, elle est un peu agressive, et puis finalement, personne lui dit tous ses griefs. Donc elle est restée 3 heures à l'écouter, et elle disait que lorsqu'il est parti, il lui a serré la main, il l'a remercié. Enfin, j'ai été écoutée, et ça a été fini. Il n'a plus déposé de nouvelles demandes. Il me semble que, vous voyez, c'est assez significatif. Il faut, effectivement, ce que montrent ces procédures alternatives, ce que montre aussi l'anthropologie, hein, c'est l'importance de la parole dans le processus de réconciliation. Et effectivement, cette parole, elle manque peut-être. Mais vous voyez, c'est une question d'argent en fait. Hein. Donner du temps aux juges pour pouvoir écouter les parties. Leur montrer que leur affaire est intéressante. Merci d'avoir regardé cette rencontre jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Restez curieux et surtout, continuez de creuser.